Je suis ravi d'être ici. Merci à vous tous d'être là pour ce dernier débat de la journée. Adoption du Web3, mythe ou réalité? On a un très beau panel des représentants du Web3, des startups, des funders qui sont là pour nous parler de ça. Je commence par Hamza, Hamza Hamouche, qui est fondateur de ProveUp. Philippe Rodriguez, pardon, Dominique Rodriguez, tout à fait, qui est de chez Paymium, le premier exchange en France à s'être lancé sur le sujet. Sébastien Martin, qui est fondateur de Red Square et qui a lancé plusieurs initiatives, qui est sur le point de lancer plusieurs initiatives, notamment la Ligue pour la sécurité du Web3. Et enfin, Bilal El Alami, qui est le fondateur de, historiquement, EquiSafe, puis Dogami et Pirates Lab, donc un serial entrepreneur du Web3. Vous allez chacun vous présenter déjà. Alors, je termine par moi pour, pour que tout le monde sache qui je suis. Je suis Benoît Koulécha. Je suis fondateur de la Web3 Talent Fair, qui est le premier salon de l'emploi du Web3, et de Goodive, qui est une plateforme collaborative de recrutement pour les talents IT du Web3. Donc, je vous propose de vous présenter en commençant par Hamza. Ouais. Donc, bonjour et merci encore à toute l'organisation et de l'invitation qu'on a eue. Donc, moi, je suis le président de ProveUp, qui est un studio Web3 et IA. Et notre objectif, c'est de démocratiser un peu tous les développements vers des solutions Web3, notamment en utilisant la mutualisation. On est en train de mettre en place une solution de création de DAO pour avoir des copropriétés de code, globalement. Et on a déjà en fait plusieurs smart contracts, plusieurs codes en IA auxquels on met à disposition à des prix du coup mutualisés, donc beaucoup plus accessibles aux startups et aux entreprises. Donc Dominique Rodriguez, CTO de Paymium. Je suis CTO depuis 2018, mais l'entreprise existe depuis 2011, fondée par Pierre Noisa. Premier exchange historiquement dans la blockchain, à avoir mis en place un marché Bitcoin euro, donc avec du fiat. Et donc nous, on est en train de développer de nouvelles offres aussi. On est en train de proposer. Alors déjà, on a eu des petits soucis au niveau avec notre partenaire bancaire. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Cet été, on a eu notre partenaire bancaire qui a perdu sa licence bancaire. Donc, ça montre que malgré qu'on ait toutes les régulations, qu'on travaille avec des partenaires bancaires qui montrent patte blanche, on peut toujours avoir des faillances du côté bancaire. Souvent, on parle du problème de la partie blockchain comme ça. Nous, on est extrêmement pointilleux sur le suivi de la réglementation. Et donc, c'est bon, maintenant, on a trouvé un nouveau partenaire bancaire. On va commencer à rouvrir les services complètement la semaine prochaine. On a déjà commencé cette semaine et on va l'annoncer. Et donc, donc on n'est pas toujours connu parce c'est vrai qu'on est une boîte d'ingénieurs. C'est une petite boîte, c'est Paymium. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes, mais on est extrêmement animé par le souci militant de faire adopter la crypto. Et on travaille beaucoup là-dessus. C'est aussi une des raisons de notre présence. On va de plus en plus participer à des événements de ce type-là pour un petit peu discuter avec les personnes pour leur faire adopter la crypto. Nous, on est convaincus. Si vous suivez les talks de Pierre Noisa, qui est notre fondateur, il est toujours en train d'expliquer pourquoi le Bitcoin apporte une différenciation, apporte de la souveraineté à chacun. Bonsoir à tous, Sébastien Martin, donc CEO et cofondeur de Red Square. Mon background, je suis juriste de formation, donc en droit des affaires, droit français, droit allemand, titulaire d'un Master 2 et d'un LLM. Et après différentes expériences dans l'univers, en cabinet d'avocats, notamment Clifford Chance en corporate M&A. Et après, dans l'univers, on va dire, des startups Web3, dont EquiSafe, que Bilal connaît très bien. Et je me suis orienté dans l'univers de l'entrepreneuriat en ayant créé, du coup, avec deux associés, Red Square. Red Square, en deux mots, notre mission, c'est d'apporter de la sécurité au sein de l'univers Web3 et de sécuriser les projets autour de trois grandes familles de risques. Le premier, c'est le risque économique, donc ça englobe tout ce qui est compliance. Le second, c'est le risque cyber. Et le troisième, c'est le risque réputationnel. Et après s'être créé, on a eu la chance, 2 mois après, de devenir partenaire stratégique d'un des leaders européens de l'intelligence économique, qui s'appelle Forward Global. Et on travaille sur différents projets, dont Stables, etc., sur les aspects sécurisation.
Ouais, du coup, j'ai pas besoin de micro. Hello tout le monde. Du coup, moi, c'est Bilal. Je suis entrepreneur depuis environ 5 ans. Je me considère un peu comme un builder. Mon objectif, c'est d'essayer de résoudre des problèmes, lancer des produits et en faire des boîtes. Euh, j'ai eu l'idée, après quelques expériences, de lancer un incubateur qui est Pirates Lab, qui me permet d'être le plus connecté à l'écosystème et d'utiliser les locaux pour le fédérer et l'animer. Et on a différents programmes, un programme de Startup Studio, un programme d'accélération, un programme avec des corporates. Et on a aussi lancé une école qui s'appelle la Blockchain Business School, qui a différents bootcamps dans l'univers du Web3. Et donc, toujours dans une vision d'essayer de créer le plus de synergie, le plus de pédagogie pour que l'écosystème se développe. Ok, alors je vais commencer par demander à Dominique, qui est le plus ancien parmi nous, de nous décrire comment lui, il a vu les différentes vagues de technologiques arriver pour nous mener jusqu'au Web3, qui aujourd'hui est un facteur de disruption à la fois de la société économique, mais aussi de la société au sens large. Euh, D'accord, donc je peux donner un petit peu mon expérience. Donc moi initialement, bah, moi j'ai fait des études longues, je suis normalien, j'ai fait un doctorat en géophysique et j'ai fait de la simulation numérique sur grand ordinateur. Donc très tôt, j'ai travaillé sur des gros ordinateurs, donc dans les années 80-90. Et donc à cette époque-là, on avait de la ressource. On commençait à utiliser Internet. Alors moi je travaillais dans le domaine de la défense, donc j'étais au CEA militaire pendant 20 ans. Et donc on a utilisé les premières bribes d'Internet, et on a vu arriver ça qui venait d'ARPANET, hein, donc un réseau militaire. Et donc en 93, moi j'ai soutenu ma thèse et on a vu un article qui disait qu'on avait ouvert Internet existait à cause du navigateur Mosaïque qui a été mis en place par le CNES. Et donc ça c'était la première étape, c'est le Web 1 où on avait accès à l'information en ligne. Donc on pouvait lire de l'information en ligne, ça c'est la première étape, ce qu'on appelle le Web 1. Et je vais faire une analogie aussi avec l'informatique, avec la notion de fichier. En informatique, un fichier a 3 droits. Il y a le droit en lecture, le droit en écriture, le droit en exécution. Et ça suit bien en fait les évolutions qu'on appelle Web 1, 2 et 3. Parce que cette première partie, on faisait que de la lecture, on avait de l'information, on ne savait pas trop quoi en faire. Et puis il y a eu 2004-2005, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de beaucoup de ventes en ligne, et donc vous pouviez écrire en ligne. Donc c'était la deuxième étape, ce qu'on appelle le Web 2. Vous disiez acteur, mais acteur uniquement en écriture. Et le Web 3, ce que ça amène maintenant, c'est que grâce à la technologie de la blockchain, on peut aujourd'hui contribuer, on peut exécuter des choses. Par exemple, si vous prenez des systèmes de stockage comme Storj, vous pouvez chez vous faire tourner un nœud qui va contribuer à la blockchain Storj pour stocker des fichiers, et vous êtes rétribué. Donc le temps que vous consacrez de votre machine, vous recevez des tokens, vous avez une récompense. Et donc tout ce système-là, on arrive à une phase où chacun peut devenir acteur et peut être rétribué. Vous n'êtes plus juste le produit, vous devenez un acteur qui contribue à l'écosystème. Et c'est comme ça que je vois en fait ces 3 étapes de l'Internet, des réseaux sociaux et puis maintenant du Web3. Ok, alors là tu as parlé du Web3 dans sa composante blockchain, mais le Web3, on parle également d'une composante IA qui fait partie du Web3. Est-ce que, Bilal, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que l'IA générative promet et si c'est un mirage ou si c'est quelque chose qui est là pour rester? Euh, Comment amener ça? En fait, l'IA, c'est un peu comme le Web 3. Il y a eu différentes briques technologiques qui sont venues compléter la boîte à outils des développeurs. Il y a eu le machine learning, le deep learning, maintenant les modèles LLM. Donc ça ouvre de nouvelles portes. Mais en soi, même si je suis vraiment fasciné par ce que fait l'IA générative, je crois que ça aura vraiment une adoption très récurrente quand ça deviendra un peu plus interactif. Je sais pas vous, mais moi, ça me saoule de devoir écrire des prompts pour avoir des réponses. J'aurais préféré pouvoir discuter avec la chose et ce sera encore plus puissant quand on pourra, enfin, quand l'outil, de manière interactive, pourra exécuter des tâches euh, avec d'autres humains. Donc ouais, je pense que l'IA a pas cessé de nous étonner et c'est clairement plus mature que le Web 3. Donc c'est à surveiller. Mais
je suis toujours très convaincu qu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans l'écosystème Web3. Il y a, peut-être qu'on en parlera, les corporates qui s'approprient de plus en plus des use cases. Donc, disons que l'adoption ou les vecteurs d'adoption sont en train de se transformer. Et voilà. Ok. Pour en revenir à la partie blockchain du Web3, Hamza, tu m'as parlé de nombreux cas d'usage qui t'intéressent et que tu aimerais décrire. Et à travers ces cas d'usage, est-ce que tu peux décrire justement ce que le plus qu'apporte le Web3 aujourd'hui et pourquoi c'est quelque chose d'incontournable et qui va le devenir de plus en plus dans l'avenir? Bah, c'est vrai que j'aime bien le parcours un peu de Red dans le principe. Moi, je viens du développement de manière générale. C'est-à-dire que ma recherche première, c'est en termes d'efficacité, bête et méchante. J'ai un problème et je veux le résoudre. Et l'aspect le plus important que je vois dans la blockchain, honnêtement, ça n'a jamais été le côté crypto, le côté financier, mais surtout la capacité à rassembler plusieurs acteurs qui ne se connaissent pas autour d'un service unique. L'exemple de Storage est parlant parce que ce qui se passe très concrètement, c'est que il y a toute la dynamique où on peut avoir du stockage décentralisé, mais ce stockage décentralisé, d'un point de vue purement factuel, il revient extrêmement moins cher. La fondation Storage, derrière ça, vous propose après des prix sans être, avec un système totalement classique pour l'entreprise des plus lambda, à 4 dollars le Tera par mois, concrètement. En termes d'avantages, vous allez voir n'importe quel fournisseur de services, bah oui, vous serez à 23 au moins ou 40 dollars. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on a supprimé toutes les phases un peu de confiance nécessaires je suis une entreprise, je vais payer des impôts, je vais faire des quelconques éléments qui sont dans les systèmes les plus classiques pour se concentrer au service pur. Derrière, on va avoir aussi les usages qui se démocratisent au niveau de tout ce qui est le KYC, KYB, globalement, où on va d'un côté, on a de plus en plus besoin de savoir à qui on a affaire, d'avoir des vérifications d'identité les plus probants et les plus rapides à mettre en place. Et de l'autre, on a les utilisateurs qui comprennent qu'à chaque fois qu'ils vont donner leur carte d'identité ou les informations privées à chaque entreprise, parce qu'à chaque fois ils veulent le redemander, c'est un problème, globalement. Parce qu'ils vont faire plus que simplement vérifier votre identité, ils vont les garder et les utiliser. Et les solutions qui sont comme Polygon ID globalement, ou Anima ou Synapse en France qui deviennent de plus en plus utilisées, vous proposent une approche du KYB où vous allez passer par un tiers, vous donnez l'information que c'est bon, il a été vérifié, et après vous allez passer par le service auquel vous avez besoin, et lui connaîtra directement, oui, c'est bien la bonne personne. Et tous ces usages où globalement on ne rentre même pas dans l'aspect financier ou l'aspect crypto, peuvent être adoptés facilement pour les entreprises. Nous, c'est le premier truc qu'on fait à chaque fois, c'est pas se dire oui, le modèle économique, oui, le tokenomics, etc. Ça, c'est extrêmement passionnant, mais d'un premier temps, il faut avoir, je pense, une approche hybride de comment on va aller plaire aux entreprises sur des sujets les plus concrets qui sont est-ce que ça va coûter moins cher, est-ce que ça va être plus rapide à mettre en place, et concrètement, c'est quoi mes avantages. Voilà. Super intéressant. Alors, l'identité décentralisée, le stockage décentralisé, la réduction de coûts, tous ces sujets sont passionnants et sont vraiment des vecteurs de modernisation de la société. Mais on parle également beaucoup de scams et qui sont souvent des erreurs liées à la sécurité dans le Web3. Aujourd'hui, quand on parle de Web3, beaucoup de gens voient ça comme un univers de risque. Alors Sébastien, toi qui es spécialisé dans la sécurité, comment tu ferais pour mitiger ces risques en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que founder? C'est une très bonne question, elle est très large. Je commencerai juste mon intervention, puisque c'est aussi l'objet du panel, c'est de dire Web3, mythe ou réalité aussi. Et autour du Web3, pour moi, il y a un mythe qui est de dire, effectivement, le Web3, il y a un lien avec activité illicite, etc. etc. Enfin, on l'entend ça depuis la nuit des temps. Moi, j'ai toujours l'habitude d'être très factuel et répondre en disant que factuellement, les activités illicites ont diminué de 65%. Donc ça, je vous invite à lire le rapport de Chainalysis de 2023. Et pour moi, c'est effectivement, ça vient un petit peu ça vient vraiment
contrebalancer le propos. Ensuite, sur les vecteurs de risque. Alors effectivement, sur les scams, phishing, etc., c'est vrai qu'on parlait de données. C'est souvent en fait les scams et les phishing la résultante de fuites de données. Et il y a des affaires célèbres dans l'écosystème qui, je dirais, donnent des éléments tacites à ça. Ensuite, le point important que je vois, c'est sur les smart contracts. C'est vrai qu'à la fois, il y a, on va dire, des humains qui viennent coder ces smart contracts, et aussi, comment dirais-je, les humains vont l'utiliser. Et donc, il peut avoir à la fois des failles inhérentes au smart contract, pour la simple et bonne raison qu'il peut avoir des erreurs de code. Il peut aussi avoir je dirais, des fonctionnalités qu'on n'a tout simplement pas vues sous cet angle-là et qui apportent une faille, parce que, par exemple, il peut avoir je dirais, des retraits beaucoup plus importants que prévu. Et enfin, il y a un point aussi important, c'est on oublie dans le Web3, il y a des êtres humains derrière des projets. Et je pense que l'homme derrière un projet avec un grand H est aussi vecteur de risque. Et pour moi, c'est un point essentiel, enfin, ça doit être essentiel dans les due diligence vis-à-vis des projets, c'est qui porte le projet, quels sont ses intérêts, quelle est la gouvernance autour, et aussi quels sont ses actionnaires. Alors là, je m'adresse un petit peu à vous tous, puisque là, on va parler des mythes et réalités du Web3. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait nous aider à mieux appréhender ces mythes et ces réalités? Je peux commencer dessus. Alors, il y a eu pas mal de discussions pendant ces 2 jours, enfin, autour de, enfin, en particulier aujourd'hui sur les applications et les idées qu'on a sur le Web3. Alors bien sûr, on peut penser sur ces 2 dernières années, c'était beaucoup lié au NFT et il y a eu beaucoup de faux mots là-dessus. Après, les NFT qui ont connu des valeurs complètement euh, démentielles, et puis après la chute, et puis donc forcément aujourd'hui on a tendance à coller un petit peu l'image du Web3 à ce domaine-là, donc à toute sa spéculation, ce qu'on retrouve aussi dans la crypto, hein. Donc en général aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui relient le monde de la crypto à la spéculation. On retrouve ça dans le Web3 à cause de ce qui s'est passé sur NFT. Et donc ça, il faut régulièrement expliquer que ce n'est pas le cas, que en fait, si vous investissez dans la crypto, c'est souvent beaucoup plus une forme d'investissement. Les gens qui essayent d'investir dans des NFT voient ça aussi comme un investissement, mais c'est un écosystème qui est toujours très vivant, très mouvant, avec des scams, c'est vrai, et l'autre côté des projets sérieux. Il faut expliquer aux gens, il faut s'éduquer. On dit toujours do your own research, hein. C'est important de ne pas écouter forcément tous les youtubeurs qui vous font des projets depuis Dubaï et donc qui donnent forcément une mauvaise image. Ça fait partie des mythes qu'on va construire. Et donc il faut montrer qu'au contraire, si on reprend le Bitcoin, auquel nous est très attaché chez Pemium, il y a eu des explications aujourd'hui déjà, des présentations sur l'énergie, notamment c'était Montaigne qui est dans la présentation, qui nous a reparlé des vertus du Bitcoin, et notamment qu'aujourd'hui ça permet de financer la conversion aux énergies renouvelables, dans pas mal de projets, donc des projets un peu partout dans le monde, parce que de toute façon, l'énergie, pour que ce soit rentable, enfin le mining d'un Bitcoin, pour que ce soit rentable, il faut que l'énergie soit pas chère. Donc c'est forcément l'énergie dont personne ne veut. Donc ça, c'est la réalité, à opposer toujours au mythe des visions sur la crypto. Et donc il y a aussi la sécurité. Alors justement, ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est apporté par le Web3, entre la décentralisation, qui évite d'avoir un single point of failure, et des gens qui éventuellement peuvent prendre la data, ou entre les technologies qui permettent aujourd'hui de se connecter de façon différente et qui augmentent la sécurité, en fait, plutôt que le login password. Demain, on aura des technologies qui vont prendre le pas sur le login password et qui permettront de se connecter, où vraiment votre fingerprint, votre identité biométrique sera vraiment fiable et permettra de vous connecter de façon beaucoup plus sécurisée. Moi, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit et aussi ce qu'a très bien introduit Sébastien, en fait, le Web3 dans son ensemble, comme on le caractérise, est encore assez jeune. Comme on le disait tout à l'heure, c'est clairement plus jeune que l'intelligence artificielle. Euh, Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'applications pour créer une adoption. On est à moins de 1% des applications Web2 si on prenait un espèce de comparatif. Et, et le deuxième aspect, euh, c'est que comme il n'y a pas autant d'applications que dans le Web 2, il y a plein, par exemple, d'outils qui vont détecter des fraudes qui ne sont pas forcément très répandus.
Et donc oui, comme au début d'Internet, il y avait beaucoup de phishing sur Internet, de social engineering, ils en ont fait des livres, des films. Obviously, il faut faire très attention aujourd'hui, mais plus le temps avance, plus il y a des applications qui vont répondre à ces problèmes. Donc faut vraiment être confiant envers la manière enfin, la direction vers laquelle l'innovation va se diriger. Ok. Autre chose à ajouter, non, sur les mythes liés au Web3? Je je pense, moi, il y avait un aspect aussi auquel j'ai pu enfin, que j'ai rencontré directement, c'est de bien pouvoir différencier le Web 3 comme étant une technologie, revenir à l'essentiel de qu'est-ce qu'on peut faire et le mettre à chaque fois qu'on a un produit, qu'on a une idée, qu'on a un objectif, de le mettre dans la boîte à outils comme étant ben, une possibilité. Ça peut servir à une quelconque utilisation. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le Web3 est associé plutôt, bah, justement, on parle de NFT. NFT, ça ne veut rien dire, c'est juste non-fungible token. Concrètement, ce n'est pas C'est une boîte à factuel. outils. C'est ça. Et l'idée derrière, c'est plutôt de dire non, c'est juste une solution technique. Et concrètement, bah, cette solution technique peut répondre à des problèmes. Et une fois qu'on arrivera pour les entreprises, pour chaque sujet, à les amener vers une solution, moi je donne l'exemple, bah, j'ai pu rencontrer notamment les UC de Paris qui ont développé les gîtes.paris, où eux, ils ont travaillé avec IBM sur une solution pour simplement avoir du constat dématérialisé en soi. Et ils utilisent la blockchain pour bah, tracer tout le travail de la personne qui arrive sur la plateforme, fait un constat un constat fait par l'huissier en lui-même, quoi. Donc, à juste rajouter sur l'aspect de logistique. Les, les- les acteurs comme IBM, qui, oui, portent des blockchains plutôt privées, qui plaisent aujourd'hui aux entreprises, mais qui sont pour moi une première étape, en tout cas vers cette adoption, commencent à le voir vraiment comme des solutions logistiques, comme des solutions techniques à des problématiques qu'ils ont aujourd'hui. Le fait de pouvoir être sûr d'avoir de la capacité de vérification, on l'a depuis longtemps. L'audit trail, ça existe depuis longtemps. Ce n'est pas un sujet. La seule différence avec la blockchain, c'est comme on le met de manière décentralisée, ça réduit énormément les coûts, ça le rend beaucoup plus accessible, beaucoup facile à vérifier et en ayant plus d'avantages. Et à partir de là, bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce travail de reprendre le contrôle sur d'abord bah, à quoi ça sert. Comme l'exemple de l'Internet, c'est parlant. Oui, Internet, vous pouvez parler au début, on ne comprenait pas à quoi ça sert très concrètement et on avait juste l'idée de oh, la bulle Internet, ça a explosé. Lol. Donc, enfin bon, ça c'est un peu la logique initiale et c'est exactement pareil ce qui se passe avec le Web3, sauf qu'au final, les protocoles HTTP, tout le monde s'en fiche de savoir comment marche un protocole HTTP, mais c'est ça qui perdure, c'est ça qui reste et qui fait l'adoption. Moi, j'ajouterais aussi une chose, c'est sur le côté sécurité. Effectivement, il y a beaucoup de solutions qui émergent, mais je pense qu'il faut encore consolider cet écosystème en fait de la sécurité du Web3. Et chez Red Square, c'est vraiment une préoccupation assez forte, d'où le lancement de cette ligue pour la sécurité du Web3 qui fédère beaucoup de parties prenantes, Binance France, Chainalysis, la Gendarmerie nationale et beaucoup d'autres. Et sur l'aspect aussi que disait Bilal, c'est effectivement, il faut des applications. Et effectivement, je pense qu'on sortira du mythe du Web3 et dans sa dimension, on va dire, négative, et on reviendra à cette dimension positive qu'on apporte et qu'on a bien montré là dans les échanges. Le jour où il y aura des DApp qui seront, je dirais, sur nos smartphones et qu'on utilisera quotidiennement. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progression à faire parce que souvent on raisonne un peu en termes de hype et on raisonne pas assez en termes d'utilisation. Et je pense que si on arrive à faire ce pas, alors bah, ce sera vraiment tout bénef pour l'adoption de la technologie. Oui, bah, on suivra typiquement la courbe de l'innovation, hein. Donc on est toujours passé par la partie hype. Après, il y a la désillusion. Et puis après, il y a toujours le plateau de production. Donc c'est ça qu'on espère dans les prochaines années. Et ça passera forcément on disait, par des solutions qui sont de plus en plus faciles à utiliser. Donc tu disais justement qu'aujourd'hui, bon, bah, il y a encore, tu parlais de HTTP. Bah, aujourd'hui, ça n'intéresse personne de savoir qu'on fait de HTTP et HTTPS. Il faut que de la même façon, quand tu es sur la blockchain et dans le Web 3, il faut que l'interface soit simple à utiliser. Je pense que c'est là aussi qu'on aura de l'adoption et que les mythes vont tomber quand ça sera vraiment un outil facile à utiliser, utilisé par tout le monde, par Madame Michu, pour se connecter, je disais encore tout à l'heure, sans login password, d'une façon qui soit complètement intuitive, naturelle. Et ça, on n'en est vraiment qu'au début.
Oui, donc là, on a avancé sur ma prochaine question qui était justement par rapport à l'adoption. Donc effectivement, j'allais conclure de la même façon que toi. On est sur une courbe d'adoption qui commence par de gros espoirs au départ, une grosse déception, une désillusion, puis de la production. Il faut savoir aussi que au départ, lors des premières voitures en Angleterre, ils avaient sorti des lois, par exemple, qui demandaient aux automobilistes d'avoir quelqu'un qui soit devant l'automobile pour demander aux gens de dégager la route. C'était dans la loi. Bon, ça faisait partie des peurs du début. Et on a vu ce que ça a donné par la suite. On a eu sur l'électricité, on a eu sur la voiture avec le cheval, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc sur l'innovation, ça a toujours été problème. Donc, ça a toujours fait peur. Ouais. Et donc là, maintenant, nous, on est convaincus que en fait, c'est des technologies qui sont utiles et qui apportent un vrai plus pour l'humanité. Quels sont les signes de l'adoption que vous voyez qui arrivent? Est-ce que vous pensez que ça va devenir, et à quelle échéance ça va devenir une adoption massive au niveau du grand public et également de manière plus spécifique peut-être au niveau des corporates? Ouais, bah, je peux introduire le propos. Euh, Ça fait 6 à 9 mois qu'on travaille de plus en plus avec des sociétés cotées ou enfin, du CAC 40 ou du BFT 120, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, et en fait, alors plusieurs choses. Premièrement, aujourd'hui, pourquoi le Web3 est aussi un peu vu de manière négative? Parce que, enfin, c'est mon humble avis, mais on peut en discuter. Je le trouve aussi très niche, il se mélange pas trop avec les autres écosystèmes. Et donc, je pense que maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'écosystème niche, il faut pouvoir créer quelques opportunités de porosité avec le reste. Et, euh, et d'un autre côté, les corporates ont des assets énormes, des bases utilisateurs énormes. Quand je dis des assets énormes, ça peut être un corporate dans l'immobilier, il peut détenir plein d'actifs. Et donc, si on voulait digitaliser toute cette propriété ou la tokeniser, comme on dit, ça serait beaucoup plus facile de négocier avec une personne qui a un énorme parc et beaucoup d'utilisateurs. Et en fait, ils peuvent être un grand vecteur d'adoption. Aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a à peu près une personne sur 10 euh, qui, euh, qui connaît, qui connaît un peu la blockchain et qui a expérimenté ou qui possède des cryptos. Bah, je pense qu'en passant par les corporates, on peut changer l'ordre de grandeur des personnes qu'on peut adresser et le multiplier par 100 ou par 1000. Et donc, et d'un autre côté, avec la hype précédente, il y a beaucoup de corporates qui ont créé des équipes et qui ont commencé à expérimenter. Et du coup, qui continuent clairement de le faire. Et je pense que c'est clairement, enfin, pour moi, le vecteur d'adoption, enfin, l'un des vecteurs d'adoption les plus importants. Involve les corporates qui ont énormément d'actifs et énormément d'utilisateurs. Même si les corporates en réalité, pour les plus grosses, moi à mon avis, c'est très difficile pour elles de se transformer pour vraiment adopter le cœur de la révolution du Web3 qui est la décentralisation et qui remet de façon considérable leur modèle en cause. Alors, en Euh, fait, il y a plusieurs avantages. Il y a des corporates qui vont chercher des avantages de traçabilité dans le supply chain, le luxe, l'agroalimentaire. Il y a des corporates qui vont expérimenter sur des jeux vidéo. Il y a des corporates qui vont essayer de travailler sur des programmes de loyauté. Donc, il n'y a pas forcément besoin de décentralisation. euh, Enfin, tant qu'ils utilisent une blockchain qui est décentralisée comme Ethereum, leur enjeu n'est pas dans la décentralisation. d'accord. Sébastien, tu avais des choses à dire sur... toi, tu vois le secteur se normaliser d'une certaine manière avec des pratiques qui commencent à se mettre en place, une confiance qui s'installe dans l'écosystème.
Bilal en a parlé, c'est Ethereum et c'est les EVM, donc je pense que c'est une norme qui, je dirais, en fait, a été l'une des premières. Il y a beaucoup de normes qui, je dirais, sont en travail, notamment sur le volet cybersécurité, puisque, en fait, maintenant, dans le cadre d'une demande de PSAN, il y a l'obligation en fait, d'avoir un audit cyber par un prestataire PASI, et du coup, voilà, il y a énormément de travail là-dessus, et une grosse partie de mes équipes y travaillent. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que, en fait, l'adoption du Web3 aussi, euh, ça vient, puisque même un secteur comme enfin, le monde de l'industrie, donc des usines, comme vous pouvez vous l'imaginer, des bâtiments énormes, etc., sont en train, avec des énormes chaînes logistiques, de se mettre à la technologie. Et en fait, c'est quand même, mine de rien, un signal faible qu'il se passe quelque chose, et qu'en tout cas, les infrastructures telles qu'ils les voyaient et telles qu'ils les utilisaient jusque-là, ben, on se rend compte que finalement, elles sont pas, je dirais, suffisantes. Et il se trouve que la blockchain offre des cas d'usage assez intéressants. Donc voilà, donc effectivement, Bilal a cité ces secteurs-là, et ces secteurs dont on parle sont effectivement des secteurs qui je dirais, vont effectivement apporter ce volume. Et ça, c'est le signe d'une adoption. Et peut-être que justement, ça va emmener des dApps, justement encore plus sérieuses, avec des cas d'usage concrets et aussi des marchés beaucoup plus conséquents. En allant un peu dans le même sens sur le sujet, on a vu au fil des dernières années, notamment une évolution dans les solutions d'hybridation avec le Web3. On a vu arriver des blockchains, notamment tout le principe d'Oracle qui a permis d'assurer certaines passerelles sur les services, où les entreprises ont pu commencer à voir, c'est vraiment le sujet des usages, où on le voit non plus comme une obligation à se transformer, et c'est vrai que c'est peut-être une erreur du monde du Web3 d'avoir directement montré, on va dire, une sorte de pile ou face de l'adoption à la décentralisation ou des solutions, même quand on se lance en tant qu'acteur du milieu, de vouloir dire, regardez, on va être le plus décentralisé des décentralisés. Mais ça, c'est pas acceptable pour une corporate, entre guillemets. Et plutôt que de dire justement le sujet de transformez-vous complètement, non. Un petit service, déjà, où là, il y a un vrai sujet sur les supply chains, sur tout ce qui est cette application. Et on peut y aller petit à petit, parce que de toute façon, à partir du moment où ils sont sur une blockchain, ils participent. Ils sont dans l'écosystème, ils vont payer des gas fees, ou quel que soit le modèle sur lequel ils y sont. Et c'est là où ça va grossir, ça va montrer qu'il y a de l'adoption. Et donc, il va y avoir des autres utilisations qui vont grappiller du terrain dans le milieu au fur et à mesure. Et c'est sûr qu'il y a un aspect un peu au niveau de la sécurité, mais la Ligue de la sécurité de la blockchain, c'est un sujet, mais j'ai envie de dire, on peut très bien faire la Ligue de la sécurité tout court, parce que ça n'empêche pas qu'on a mis le projecteur sur le Web3 en mettant bien en avant les brebis galeuses, mais que ce soit la sécurité, pour être dans le monde du Web2, on en voit des vertes et des pas mûres depuis bien longtemps, et ça, on met l'accent dessus parce que c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus on est en train de gérer de l'argent, on est en train de gérer de l'économie, mais en même temps, la sécurité dans tout le monde du web, de manière générale, doit être revue vers la hausse, parce que c'est pas comme ça qu'on continuera. Donc si le Web 3 en plus peut imposer, on va dire, de meilleures pratiques, j'ai envie de dire, on apportera encore plus de résultats et de valeur que ce que peut apporter dans notre imaginaire en tant qu'initié déjà. Soit. Je vais réagir aussi sur la partie adoption. Alors, il y a des adoptions de plusieurs acteurs, il y a les acteurs corporate, des choses comme ça. Et ça, nous, on le voit déjà. Il y a notamment des clients du CAC 40 chez Premium qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils investissent dans la crypto, mais ils en achètent pour diversifier leur trésorerie. Donc, d'un côté, ils voient l'intérêt, mais l'image de marque aujourd'hui est négative, donc ils ne veulent pas qu'on le sache. Donc, ça va rester confidentiel, mais ça va changer. Et bon, ça va changer, je pense, avec de plus en plus de régulation qui va se mettre en place pour que ça rassure tout le monde. Ça, c'est ce que tout le monde veut. Donc, la régulation, c'est quelque chose qui est un peu pénible, qui n'est pas très sexy. Mais c'est quelque chose qui rassure un peu tout le monde. Et aussi au niveau des particuliers, moi je reviens sur cette idée quand même de se rapproprier la donnée, de se rapproprier le partage de valeur. Ça, c'est partie aussi importante qu'amène le Web3. Quand on prend le navigateur Brave et que vous cliquez sur la publicité uniquement que vous voulez voir, vous récupérez des tokens, vous récupérez du BAT, et donc vous rentrez dans l'écosystème. La crypto, si vous les récupérez, alors vous pouvez les mettre sur quelques wallets et récupérer de l'argent, donc très concrètement. Et donc je ne suis plus un acteur passif
où je suis le produit, où on me récupère, je décide de ce que je fais. Et je sais que dans les dernières générations qui ont été éduquées sur le web, donc pas ceux de ma génération, mais plutôt les vôtres, tout le monde veut être pris en considération, veut être acteur, ne pas être juste passif. Et je pense que il va falloir attendre, je pense, une génération pour que vraiment ça se diffuse et que les utilisateurs privilégient toujours les acteurs qui ont proposé des solutions où ils sont maîtres de leurs données, ils sont maîtres de ce qu'ils font et ils sont maîtres de ce qu'ils peuvent utiliser à partir du produit qu'on leur propose, quoi. En rapide, parce que... Non, mais c'était super aussi intéressant ta remarque sur le fait de dire que même aujourd'hui, on utilise de la blockchain dans des services de sécurité dont on n'aurait même pas idée. Et en fait, ça aussi, c'est le signe d'une adoption. Ça veut dire que finalement, ce qui compte maintenant, c'est le use case, l'apport de la technologie. Et on voit quand même que ça, déjà, en fait, les gens s'ouvrent. Et donc, voilà, je voulais juste partager ça. Je pense que souvent, on a tendance à penser que ces unités-là ou ces services-là ne s'intéressent pas, en fait, ou le voient d'un angle négatif. Et en fait, ce qu'on découvre aussi, c'est qu'ils, justement, ils le voient et le considèrent même, eux, dans leur cadre opérationnel. Je voudrais terminer sur une question qui concerne plus les investisseurs. Et là, je me tourne plus vers Bilal, qui est en contact avec le tissu d'investisseurs, notamment via ton incubateur Pirates Lab. Aujourd'hui, les investisseurs sont passés de la hype Web3 blockchain à plutôt celle de l'IA. Mais est-ce qu'il en reste encore? Est-ce que la blockchain fait encore recette chez les VC, notamment? Qu'est-ce que tu en penses? Le premier truc, c'est que je pense que c'est un contexte déjà macro qui est au sol. C'est toute la tech qui va mal, toutes les startups tech, enfin 95% des startups tech et 95% des investisseurs euh, par la même occasion. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se retrouve un petit peu dans un espèce de gap où il y a beaucoup de fonds qui avaient fini de déployer leur argent et qui ont voulu commencer à lever au moment où le marché dans son ensemble, pas le marché Web3, s'est retourné. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le marché, en tout cas elle est assez concentrée, que ce soit pour le Web3 ou la tech en général. Mais en fait, c'est pas trop ça le référentiel. Le référentiel, c'est euh, à quel point les fondateurs ont besoin de justifier d'une proposition de valeur claire pour lever des fonds. Et moi, je mets souvent, enfin, je suis très critique vis-à-vis des investisseurs qui souvent manquent d'analyse ou de due diligence, ont plutôt une posture de suiveur et pas de personnes avec une conviction sur une thèse d'investissement. Et, euh, et, euh, et ça oblige les fondateurs. Et moi, c'est bien, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé mon entrepreneuriat en beer market, comme on l'appelle. Et donc, depuis le début, on a cette culture de zéro bullshit. Il faut vraiment être focus sur le delivery et faire très attention à notre argent. Et c'est ce que je conseille à tous les entrepreneurs qui passent par Pirates Lab. Donc pour l'instant, tout le monde s'en sort. Il y a Bubble Maps, une de nos boîtes, qui a closé une levée de fonds de 3 millions d'euros en début de semaine. Et donc ça montre que voilà, les projets sérieux qui sont vraiment focalisés sur créer de la proposition de valeur et, euh, et clarifier au maximum la manière dont ils vont faire de l'argent, à qui ils vont s'adresser et comment ils vont l'adresser, qui arrivent à lever. Et donc c'est cet exercice qui demande une rigueur plus importante aujourd'hui, mais c'est pas plus mal pour les entrepreneurs. Merci beaucoup pour cette réponse concise. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? En 2 minutes, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bon. En tout cas, ouais. Sur la partie entrepreneuriat, je veux aussi rester sur un message positif.
Je vais dans le sens aujourd'hui, il faut voir qu'il y a quand même aussi des opportunités pour développer du business autour du Web3 de façon effectivement sérieuse avec des vrais projets. Et on a quand même déjà des pépites en France, donc avec Sora, avec Sandbox, donc qui ont investi, et Dogami, donc, qui sont des acteurs majeurs aujourd'hui du Web3. Et je ne saurais que trop encourager justement d'aller de l'avant pour, d'une part, proposer que au niveau français, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer sur ce côté-là. On a un bon terreau économique, on a des bonnes compétences, on a aussi un track record donc de la connaissance de la blockchain avec des acteurs de plus en plus nombreux et même des formations aujourd'hui dans certaines écoles. Et donc ça participera aussi de l'adoption, de voir qu'on peut gagner sa vie et bien sur ce domaine-là et aussi apporter des choses au niveau des valeurs, au niveau, je disais tout à l'heure, au niveau des clients, de leur redonner du sens dans la façon dont ils communiquent avec les entreprises qui leur donnent des produits, qui leur vendent des produits. Donc voilà, je qu'on imaginez ça de façon positive pour l'avenir. Ok, merci pour cette conclusion. Effectivement, je pense que le Web3 ira vers l'adoption de plus en plus massive parce que c'est quelque chose qui doit s'imposer, parce que c'est tout simplement mieux pour l'humanité. Mais qu'effectivement, il y a encore beaucoup de freins qui sont liés à l'UX qui est compliqué, les problématiques de sécurité qui sont encore là, et que tout ça est en train de maturer, qu'on est tous là pour travailler dessus. Et je vous remercie beaucoup pour avoir été présent sur ce débat, avoir fait part de vos expériences, et puis bonne chance pour vos projets et pour l'adoption en général du Web3. Merci à tous, n'hésitez pas.